C'est rare que ça soit toi, ça. Alors. Mais si d'être venu. Tu parles trop près, Gilles. Gilles, éloigne-toi du micro, ça fait trop mal. Non, parce que sinon on n'entend pas. Si, on entend. Ouais, mais on n'entend rien quand tu l'as aussi. Sinon, tu utilises celui-là, il est peut-être mieux. Voilà, ouais, c'est ça. Merci d'être venu si nombreux pour voir Grégoire Bouillet et son syndrome de l'orange. Déjà rien que le titre, il est top. Et puis l'histoire, elle est vraiment assez incroyable. Aumonnet, évidemment, à Argenteuil, c'est quelque chose d'important. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, parce qu'en tant que libraire à Argenteuil, on est un peu obligé de s'intéresser à Monet, on m'a expliqué que les nymphéas, c'était l'invention de l'abstraction. Alors moi j'étais resté là-dessus, je pensais que j'étais intelligent et tout ça, que je connaissais des mots savants et tout ça. Et puis là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu le syndrome de l'orangerie et là, patatras quoi. Tout s'arrête, tout est remis en cause et il se passe des trucs incroyables. Mais ça, c'est pas moi qui vais vous le raconter. C'est Nicolas qui va vous faire le syndrome de l'orangerie, mais pas en direct quand même. Allez, bonne soirée et merci encore à Grégoire de venir nous voir ce soir. Et juste... Syndrome. Oui, pardon. Et donc, pour vous annoncer, puisque les rencontres se succèdent, la rencontre de Jérôme Garcin le mercredi prochain. Alors, on change complètement de sujet, des mots et des actes, et c'est sur les auteurs, des auteurs de littérature qui viennent. Ouais, c'est ça, exactement. Et il y en a un certain nombre. Après, Gassin, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'était pas vraiment né. Mais bon, voilà, on retrouve Jérôme Garcin pour ce livre formidable. Il faut absolument le lire. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Bon, bah, merci Catherine, merci Gilles. Et surtout. Ça n'embête personne si je m'apprête. Quelqu'un qui ne pas appris moi. Il y a un problème. Ça vous la personne moi. Donc, merci d'être parmi nous. On s'était rencontrés au mois de juin. Vous aviez fait une présentation vraiment tout à fait passionnante de ce livre. Et effectivement, c'était le lieu et le moment idéal pour vous recevoir. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui ne vous auraient pas encore lu, on peut dire que vous êtes l'auteur de 7 livres, si j'ai bien compté. Le premier, Rapport sur moi, date de 2002. Qui a d'ailleurs eu déjà un prix, le prix Jeune, un prix Flore, voilà. Ensuite, parmi lesquels je citerai, disons, le dossier M qu'on a ici en poche, qui est un livre gigantesque, à mon avis c'est un chef-d'œuvre, c'est 2 fois 800 pages à peu près, 900 pages. c'est à peu près 2000 pages. Voilà. Le premier rapport sur moi, c'était 150 pages. Voilà, qui a reçu le prix Décembre d'ailleurs, et plus récemment, en 2022, Le cœur ne cède pas, qui lui aussi a reçu, alors là pour le coup, 2 prix, le prix André Malraux et le prix de Balzac, voilà, c'est ça, bon, vous êtes en bonne compagnie, et Il y a pire. voilà. Et c'est un livre d'ailleurs formidable dont on aura l'occasion de reparler, je pense, en évoquant le syndrome de l'orangerie, parce que je trouve qu'il y a quelques liens, notamment au début avec ce texte. Bon, le syndrome de l'orangerie, on en a parlé tout à l'heure, ça se présente en fait, ce sont 11 parties, encadrées d'un prologue, d'un épilogue, et sur le caractère général du livre, je dirais que c'est à la fois un livre très poétique, très, très fin dans l'analyse et la recherche. Sur la peinture, c'est une enquête, si vous voulez. Et en même temps, il y a beaucoup de digressions, et c'est un livre qui est
extrêmement drôle, quoi, et qui a beaucoup d'humour, donc beaucoup de formes différentes aussi, et donc on est sans arrêt surpris et pris par cette lecture, et aussi une qualité que je voulais souligner parce que il aborde parfois des choses très, très dures quoi, dans ce livre, c'est qu'un livre qui a une qualité rare dans la littérature actuelle, c'est que c'est un livre qui est très pudique aussi, j'ai trouvé. C'est la première fois qu'on me le dit, mais... Non, mais c'est rare chez les écrivains ce qui leur est arrivé. Alors, si vous voulez, avant de commencer, puisque vous me proposiez à l'instant de faire une petite lecture. Oui, je pense que le plus simple, plutôt que de pitcher le livre, Sinon, on échangerait les micros. Ça marche pas, vous? Sinon, échanger les micros, en fait, il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre. Là, c'est bien, là. Ah, là, c'est là. Oui, plutôt que de faire un pitch du livre qui est toujours un peu frustrant, parce que c'est une espèce de survol du livre. Voilà. Je pense que le mieux, c'est de vous dire le tout début du livre. Alors, pas le tout début, parce que, comme vient de le dire Nicolas, il y a un prologue. Et c'est un prologue met en scène mon détective que j'avais inventé dans le précédent livre. On regarde. Juste, voilà. Donc, il y a un petit prologue pour dire ce que je ne vais pas faire. Ce sur quoi je ne vais pas enquêter. Voilà, parce que moi j'aime bien commencer par dire non, et c'est ça qui me permet de dire oui après. Voilà, donc il y a un petit prologue pour dire non. Et puis arrive voilà, la première partie. Alors, je vais même vous lire l'exergue, parce que moi j'attache beaucoup d'importance aux exergues. Comme tous les écrivains, enfin tous les livres, il y a toujours une exergue, et c'est une exergue très profonde, puissante. Enfin, c'est le moment où l'écrivain se la pète un peu. Parce que là, il peut dire que quand même, il a eu des grands auteurs, Chateaubriand, voilà. Et moi, je fais pareil. Mais je ne fais pas que ça. C'est-à-dire que je crois que la deuxième exergue, alors je fais mal l'accent, je ne sais pas imiter, mais c'est, parce que je parle de la guerre de 14, c'est pas ma guerre. C'est Sylvester Stallone, Rambo. Voilà. Parce que la culture, c'est évidemment tout ce qui est, ce qu'on appelle voilà, la grande littérature, le côté élitiste, mais c'est aussi les chansons qu'on écoute, c'est les bandes dessinées, c'est les musiques, c'est la variété, c'est tout ça qui fait la culture. Donc moi, je défends bien évidemment les grands auteurs, mais je défends aussi ceux qui nous parlent et qui nous augmentent, enfin, voilà, augmentent nos sensations, notre intelligence et tout ça, et ça peut être n'importe quelle chanson qu'on aime. Et, voilà. Donc la première exergue, c'est « Et là, que vois-tu » Et alors, si je l'ai choisi, parce que c'est au cœur du projet du livre. C'est-à-dire que c'est vraiment « Et là, que vois-tu » C'est tiré d'un court-métrage de Jean Eustache. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà. Les jeunes ne voient pas. Voilà. À un moment, il a plus tard, entre autres, mais la mort du cochon aussi. Enfin, voilà. Donc c'est un court-métrage qui s'appelle Les photos d'Alix, que je vous recommande. Hein, on le trouve sur YouTube. C'est un dispositif très simple. C'est la photographe. Alors, Roubaud est mort aujourd'hui, voilà, étonnamment, Jean Roubaud. Et sa femme était la photographe Alix Roubaud, Alix Cléo Roubaud. Et Jean Eustache la filme en train d'ouvrir son album de photographie et de les montrer, de les commenter à un jeune homme qui se trouve être le fils de Jean Eustache, mais bon, on s'en fiche, c'est juste un jeune homme, et donc ils sont là à une table. Voilà, elle ouvre les photos et elle les commente. Le dispositif est très simple, hein, on les voit que eux tous les deux et on voit les photos. Et alors je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi parce que je n'ai plus en mémoire les photos, mais la première photo c'est, elle dit, bah là tu vois, on est à Biarritz, c'est le grand hôtel de Biarritz, tu vois, tu reconnais, puis là c'est le rocher qu'on appelle l'artillerie et tout ça. Et effectivement sur la photo on voit le grand hôtel de Biarritz, les rochers, la plage, etc. Puis petit à petit elle continue de tourner les photos, et insensiblement, ce qu'elle dit des photos s'éloigne de ce que l'on voit. Et c'est très, très troublant. Et c'est presque imperceptible au début. Mais à la fin, ça donne, là encore, j'invente la photo, je ne sais pas, on va dire que c'est une photo d'un café de nuit, place de la Bastille,
Et elle dit, donc là, tu vois, c'était le matin, j'étais dans la chambre, on était à Venise avec mon amant. Et ça n'a rien à voir avec ce que l'on voit. Et ça crée un trouble vertigineux, parce que d'un seul coup, on est forcé de se demander qui dit la vérité. Est-ce que c'est ce que j'entends, ou est-ce que c'est ce que je vois? Quel sens dit la vérité? L'œil ou l'oreille? Le langage ou la vision? Et ça, c'est au cœur de mon bouquin. Voilà. C'est drôle, ou ce n'est pas drôle, mais l'autre jour, je suis allé au musée de l'Orangerie. C'était il y a pile une semaine, c'était la première fois que j'allais voir les Nymphéas de Claude Monet, qui font un début à tout. Cela ne s'était jamais trouvé auparavant, jamais je n'avais vu les grands panneaux de l'Orangerie, vus, de mes yeux vus, et il s'est passé un truc bizarre. J'ai été pris de vertige, d'angoisse, je me suis senti terriblement oppressé, cela a été immédiat, tout juste si je n'ai pas fait un malaise. Ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, surtout concernant les Nymphéas de Claude Monet. Ce n'est qu'une fois sorti de l'Orangerie, une fois dans la rue et à l'air libre, une fois loin des Nymphéas de Monet, que j'ai commencé à me sentir mieux. Voici que je respirais de nouveau normalement, j'étais redevenu léger, preuve que si mon angoisse disait quelque chose de moi, évidemment, elle disait aussi quelque chose des Nymphéas, puisqu'ils en étaient la cause. Disait quoi? D'où cette angoisse? Quel lien avec les Nymphéas? Que cachait ceci d'angoissant, s'il cachait quelque chose d'angoissant? Je ne cherche à convaincre personne. Je témoigne simplement d'un choc pictural qui m'a moi-même surpris, au point d'aggraver le malaise que j'avais ressenti en me le rendant parfaitement incompréhensible. Que s'était-il passé lors de ma visite à l'Orangerie? Qu'avais-je vu? Voilà, ça c'est le début du livre. Et là vous avez tout. Voilà, donc il va y avoir le livre va se dérouler comme une double enquête. Une enquête sur les Nymphéas, pour savoir qu'est-ce que cache ceci d'angoissant, et ça va vite devenir en fait l'idée d'un cadavre, parce que en fait, traverser la pensée quand je suis à l'Orangerie, j'ai d'un seul coup le souvenir d'un film d'Antonioni qui s'appelle Blow Up, que vous connaissez peut-être aussi, où un photographe, voilà, Thomas il s'appelle, prend en photo un parc à Londres, et puis quand il développe la photo, il se rend compte qu'il y a un truc bizarre, et il agrandit la photo, il agrandit, et à la fin il découvre qu'il y a un cadavre dans un buisson. Et moi vraiment la pensée m'a traversé qu'il y avait un cadavre dans les Nymphéas de l'Orangerie. Voilà, c'est un truc, donc de deux choses l'une, ou bien je suis taré, et ça c'est une partie de l'enquête, c'est-à-dire d'où vient mon angoisse, et est-ce qu'elle dit quelque chose uniquement de moi et de mes problèmes, ou bien est-ce qu'il y a réellement un cadavre qui se cache, un ou plusieurs cadavres qui se cachent dans les Nymphéas. Donc l'enquête, elle est double, elle est beaucoup quand même sur les Nymphéas, mais elle est aussi sur ma propre angoisse, et des cadavres, il y en a. Je ne suis pas libre. J'aimerais vous parler quelques instants enfin, on parle de ce prologue qui ouvre le livre parce qu'il est... Nicolas, éloigne On ton micro reprend de la bouche. C'est trop fort. On n'entend rien. Oui, donc on s'entretienne un peu sur le prologue qui d'abord est très, très amusant à lire, très, très stimulant, et qui me pose plusieurs questions. D'abord parce que ça se passe dans une sorte d'agence de détective, c'est un peu cette atmosphère-là. Alors au début on pense un peu, c'est presque une atmosphère à Bogart, vous savez, Marlowe, des choses comme ça. Voilà, qui cherche, qui vient à l'agence pour trouver une enquête, quoi, en fait, pour trouver un sujet de roman, quoi, finalement. Et ça fait le lien, évidemment, avec le roman précédent, puisqu'on retrouve les mêmes personnages. Et pendant un temps assez long, le personnage féminin, Penny, égrène des sujets possibles d'enquête, etc. Et là, c'est comme si le romancier cherchait un sujet de roman, et c'est presque comme je ne sais pas si vous accepteriez cette comparaison, comme en musique un prélude, quoi, en fait. C'est un prologue, mais un prélude, c'est-à-dire on cherche un prélude un peu avant de trouver le thème, quoi, finalement, quoi. Oui, alors, on reviendra sûrement sur la musique et sur ma façon de travailler, mais alors, cette agence de détective, je l'ai montée pour de vrai, hein, il y a des statuts, j'avais des cartes de visite, il y a même une adresse,
qui était dans le livre, et les gens écrivent beaucoup à Bimor et à Penny, surtout à Penny d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Et donc ils ont complètement inventé. Et moi je suis un écrivain du réel. Moi ce qui me passionne, c'est la réalité, c'est ce qui se passe pour de vrai. Voilà. On pourra peut-être revenir là-dessus, mais c'est ça ça défie mon entendement et ça défie mon imagination. Donc il me semble que la réalité n'arrête pas de m'envoyer des signaux comme quoi il faudrait l'élucider. Voilà. Et moi, mon boulot, c'est d'essayer d'élucider des événements auxquels alors longtemps, des événements qui ont fait partie de ma vie. Mon livre de 2000 pages, c'est un fait divers qui m'est arrivé, avec une histoire d'amour qui m'est arrivée. Bon, et après, j'ai fait cette enquête sur Marcel Pichon, donc une ancienne mannequin qui s'est laissée mourir de faim en 1984, une ancienne mannequin des années 50, et en rédigeant le journal de son agonie. Pendant 45 jours, elle se laisse mourir, donc c'est assez atroce, et elle consigne dans un journal voilà, ses pensées et sa décrépitude, jusqu'à sa mort. Et moi, je me suis posé deux questions, et c'est drôle parce qu'il me semble qu'à chaque fois je me pose des questions. Un qui était cette femme, c'est-à-dire qui se suicide en y mettant en fou. Ça m'hallucinait. J'ai une mère qui était assez suicidaire, et quand elle se jetait par la fenêtre, elle ne mettait pas 45 jours à se tuer, donc vraiment ça m'intriguait beaucoup. Et l'autre question, c'était qu'est devenu le journal d'agonie, est-ce qu'il existe encore quelque part? Et donc j'ai enquêté pendant 1 an et demi, et au bout et bien évidemment, donc c'était absolument passionnant parce que j'ai découvert la recherche dans les archives, et tout est disponible, hein. Enfin, c'est incroyable, tout est numérisé. Alors, le berceau de la famille Pichon, c'est l'Indre. Je passais des heures et des heures dans les archives numérisées de l'Indre à la recherche des actes de mariage, de décès, de naissance, et qui donnent un nombre incroyable d'informations. Vous regardez les métiers des témoins, vous regardez les métiers du père, de la mère, etc. Vous regardez les dates, vous vous rendez compte, tiens, c'est bizarre. Elle s'est mariée à tel moment, mais en fait, son fils, il est né 6 mois plus tôt. En fait, elle était enceinte quand elle s'est mariée. Enfin, voilà, on découvre énormément de choses. Ça dit énormément de choses quand on sait les regarder. Mais voilà, donc moi, ça m'a passionné. Et au bout d'1 an et demi, j'ai fini par retrouver les petits-enfants de Marcel Pichon. Et je rencontre la petite fille, et ça se passe plutôt bien. Enfin, voilà, elle est un peu méfiante, c'est qui cet écrivain qui va écrire sur ma grand-mère. Enfin, voilà. Je lui donne des informations qu'elle ne possédait pas, parce que moi, comme ça faisait 1 an et demi que j'enquêtais, j'avais des... Voilà. Et 3 jours plus tard, elle m'envoie un mail extrêmement véhément et virulent pour m'interdire de parler de sa grand-mère. Et là, gros problème. Donc, je ne prends pas du tout à la légère cette interdiction, mais en même temps, elle n'est pas sa grand-mère, moi j'enquête sur sa grand-mère, je ne voyais pas pourquoi. Voilà. Mais il n'empêche qu'il fallait faire attention, et notamment sur le plan juridique, ne serait-ce que ça. Donc au moins j'ai appris que si quelqu'un est mort, on peut utiliser son nom. Parce que pour moi, comme je suis, comme je l'ai dit, un écrivain du rêve, si j'avais dû changer son nom, je n'aurais jamais pu écrire. Parce que Marcel Pichon, c'est l'être Marcel Pichon. Elle ne peut pas s'appeler Monique Ronchon. Ça devient quelqu'un d'autre. Et Pichon a un sens, et Marcel aussi a un sens dans sa vie. Enfin, tout le monde sait bien le poids que nos prénoms et nos noms ont dans la constitution de notre individualité. Donc, voilà. Je pouvais parler de Marcel Pichon, mais en même temps, il fallait que je fasse attention à un certain nombre de trucs. Et c'est là que j'ai eu la chance, en fait. Cette interdiction a été une grande chance, parce que j'ai monté une agence de détective fictive mais réelle, qui s'appelle la Bimor et Investigation, avec un détective en chef, donc Baltimore, dit Bimor. Alors Bimor, ça veut dire fais du mieux que tu peux. Là, Bimor, bon, 60 ans, pauvre type. Et puis, évidemment, assisté d'une assistante, hein, qui s'appelle Penny, et qui est une jeune fille bien de notre époque. Et donc, ça crée des discussions entre eux tout à fait rigolotes, aussi bien sur le cas Marcel Pichon que sur voilà, le genre, la guerre des sexes et tout ça. Enfin, voilà, je me suis beaucoup amusé, sachant que si je suis Bimor, je suis aussi Penny. Enfin, évidemment, c'est pas quelqu'un. Voilà. Et c'est drôle parce que donc, quand les gens nous écrivent, ils écrivent surtout à Penny, qui a eu beaucoup de succès, semble-t-il. Et Penny, donc Penny répond, et on répond à tous les mails. Hein, voilà. Et elle termine en disant ne trouvez pas étrange de correspondre avec un personnage de fiction, quand même, parce qu'elle n'existe pas. Enfin, c'est très rigolo. Et tout ça pour dire que. Donc c'était marrant parce que il me semblait que sur cette
ce soir-là, j'ai réglé un problème qui est un peu au cœur de la littérature contemporaine, c'est fiction, non-fiction. Réalité des faits, vérité, ou liberté de l'auteur, imagination. Et moi, j'avais trouvé des personnages inventés, donc c'était ma liberté de leur faire faire, de leur faire dire tout ce que je voulais. Donc, Bimor et Penny sont totalement inventés, mais tout ce qu'ils trouvent concernant Marcel Buisson est rigoureusement vrai. Il n'y a rien d'inventé là pour le coup. Il n'était pas question, enfin moi c'est le respect que je dois à la réalité, et même à cette femme, de ne surtout pas inventer, même s'il y a des trucs qui me déplaisent. Par exemple, évidemment, au début, je partais avec énormément de compassion et j'ai découvert que Marcel Buisson n'était pas forcément digne de compassion, finalement. Ben, je n'allais pas l'améliorer parce que le romancier aurait préféré. Donc ça, c'était la vérité. Et donc, c'était marrant parce que pour une fois, la fiction était au service de la vérité. Et d'un autre côté, la vérité se déployait à l'intérieur d'un cadre fictionnel où l'imagination de l'auteur avait le droit de citer. Donc, je trouvais que j'avais été pas mauvais sur ce coup-là, voilà, pour régler un problème un peu contemporain. Voilà. Et je viens à ta question, il se trouve que, comme il y a l'adresse de la Bimor Investigation dans le livre, énormément de gens nous ont écrit. Ont écrit à Penny et à Bimor. Et pour nous proposer des enquêtes. Pour nous dire, mais moi je connais une femme aussi qui s'est laissée mourir de faim, est-ce que vous ne voulez pas enquêter dessus? Alors, on n'est pas des spécialistes des gens qui meurent de faim. Désolé, c'est pas notre truc. Et puis avec des trucs aussi, donc là, il y a un fait divers que je connais, voilà, une baronne dans le 7e arrondissement a été retrouvée avec un sabre japonais planté dans le dos et tout ça, mais qui que quoi, je ne voulais pas enquêter, enfin, voilà, on nous a proposé plein de trucs, même Philippe Génada, qui est venu dans et il m'a proposé un truc parce qu'il était en train d'écrire sa désinvolture. C'est la bague perdue. Et l'ami Philippe, comme je l'appelle, et il me dit, bah, j'ai un ami qui m'a proposé une histoire, mais je n'ai pas le temps de m'en occuper, est-ce que ça t'intéresse? Voilà, donc c'est une bague retrouvée dans une rivière en Bretagne. Et en fait, quand on enquête un tout petit peu, on se rend compte que cette bague a appartenu à la femme d'un dignitaire nazi en Belgique ou en Hollande, je ne sais plus. Et tout ça pour dire que donc toutes les propositions qui sont dans ce prologue sont absolument vraies. C'est-à-dire que ce sont des vraies propositions qu'on nous a faites. D'enquête, oui. Voilà. Et à la fin, Bimor dit, mais non, tout ça, on ne va pas faire ça parce que et c'est la fin du prologue, parce qu'il n'y a rien qui me concerne personnellement, que ce soit en conscience ou de façon inconsciente, avec toutes ces histoires. Et moi, je ne suis pas voué à faire des enquêtes en permanence. Voilà, il faut qu'il y ait un truc qui me mobilise, qui m'entraîne pour que d'un seul coup, je passe 12 heures par jour sur ma table et que ma vie devienne hyper intense, parce que moi, je suis un peu comme tout le monde. Enfin, je ne sais pas un peu, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai des douleurs à 64 ans, voilà, je suis la voisine, voilà, les impôts, la politique, n'en parlons pas, ce qui se passe dans le monde, facture d'électricité. Et d'un seul coup, si... Surtout à la fin du déclic, il faut qu'un déclic se produise et que ce n'est pas le sujet qui fait le déclic, c'est le sujet. Ouais, alors ça c'est la deuxième temps. Mais d'abord, il faut qu'il y ait un truc qui me happe. Et là, j'étais en train de dire, et si jamais il y a un déclic qui se produit, si un sujet m'appelle et exige presque de moi que j'en fasse un lien, en tout cas que je rentre dans cette aventure, c'est exactement comme tomber amoureux. Voilà, je ne peux pas mieux dire, c'est à un moment donné, vous tombez. Et moi, je ne décide pas de tomber amoureux, je ne sais pas qui décide de tomber amoureux, mais personne, hein, il me semble. Voilà, mais à un moment donné, on rencontre quelqu'un et on tombe amoureux. Et moi, les sujets de Lily, c'est ça, c'est que je tombe amoureux d'un sujet et d'un seul coup, alors je continue de payer mes factures d'électricité, mais ça n'a plus aucune espèce d'importance parce que j'ai beaucoup mieux à faire, j'ai à écrire le livre, j'ai à aimer mon sujet, j'ai à aller au bout. Et là, voilà, je peux vraiment passer des 10-12 ans, ma vie devient le livre que j'écris, le livre que j'écris devient ma vie, et voilà. Et c'est pour ça que là, dans toutes les propositions de faits divers qu'on nous a faites et qu'on a reçues, il n'y avait rien qui cognait à ma vie, enfin, il n'y avait rien il n'y avait pas de déclic, jusqu'à ce que j'aille à l'orangerie, et là, il y a eu un déclic, parce que là, je me suis dit, ça c'est quand même étonnant, c'est-à-dire par rapport à la réputation de Monet, je m'attendais à je ne sais pas, cette féerie de la couleur, cette ode à la nature, aux fleurs, à la beauté, enfin, voilà. Et puis les nymphéas sont vraiment un chef-d'œuvre, impressionniste, voilà, c'est une œuvre que l'on dit être très pacifiste, enfin, voilà.
voire de méditation intérieure, et moi je ressens pas du tout ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a un cadavre là-dedans, que ce truc pue la mort, et que là, à partir de ce moment-là, je me dis, ok, là ça mérite d'enquêter et de savoir la vérité de la chose. Quoi. Il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est passionnant, mais alors là je vais avoir un problème avec mes questions, il faut que je me dépêche. Non, par rapport à ce que vous venez de dire sur ce prologue, il y a deux, trois choses que je voulais citer comme ça. C'est que dans la liste des sujets que vous évoquez, alors là je suis très surpris d'apprendre que c'était des vrais sujets, parce que j'avais noté par exemple, comme pensant que c'était quelque chose d'humoristique, que quelqu'un vous propose d'écrire sur le mystère de Leila Mahi, qui est un livre c'est une morte célèbre, enfin mystérieuse, du Père Lachaise, qui est morte dans les années 30, et sur laquelle, il y a quelques années, Didier Blonde a écrit un livre très, très beau d'ailleurs, et je pensais que vous me plaisantiez en proposant ce sujet. Enfin, ouais. C'est un ami de Didier Blonde, alors moi j'ignorais le livre de Didier Blonde, et c'est un ami qui a été l'un des tout premiers, enfin c'est comme je le raconte, hein, qui est un des tout premiers à être intéressé, c'est lui qui avait proposé le sujet à Didier Blonde, et qui me le repropose à moi, mais sans me dire qu'il avait déjà proposé à Didier Blonde. Bon, il se trouve que ça ne m'avait pas intéressé, mais heureusement, parce que Didier Blonde avait déjà écrit un livre très bon d'elle. Et aussi sur les deux personnages, là, Bimor et Penny, alors vous avez dit tout à l'heure, Bimor, soit plus ou soit non, on peut peut-être entendre aussi dans son, enfin je vous pose la question, dans son nom, Bimor, on entend aussi un peu la mort, qui est quand même le grand thème de ce livre, d'autant plus que je me suis aperçu tout à fait par hasard que l'anagramme de Bimor c'est ombre, et que les ombres, les spectres règnent sur ce livre. Et quant à Penny, je termine ma question comme ça, vous me direz. Et quant à Penny, parce qu'il y a évidemment quand on lit agence d'enquête, etc., et qu'on tombe sur le prénom de Penny, on pense à Monet Penny, la secrétaire de James Bond. Or, évidemment, Monet Penny, Monet Penny, et donc, enfin voilà, ben, je pensais qu'il y avait un jeu, disons, sur les noms des personnages. Alors d'abord merci, parce que c'est d'autant plus rigolo que moi je suis très très féru d'anagrammes. L'une dont je suis le plus fier, c'est que j'ai écrit un petit livre sur les gilets jaunes, et ça s'appelle Charlot déprime, parce que Charlot déprime est l'anagramme de Arc de Triomphe. Hein, faut le trouver celui-là. J'en suis assez fier. Donc ça s'appelle Charlot déprime, et voilà. Et c'était sur les manifestations du gilets jaunes ont tout cassé à l'Arc de Triomphe. Bon, bref. Et alors, je ne me suis même pas posé la question de Bimor, et de savoir que c'est ombre, ça me plaît beaucoup. Le prénom de Penny, en fait, il y a une page où Penny, dans Le cœur ne sait pas, donc le précédent livre, où elle dit mais pourquoi vous m'avez appelé Penny, et donc il y a évidemment Monet Penny, mais il y a aussi d'autres explications potentielles, je vous laisse aller voir. Voilà. Mais c'est évidemment parce que c'est un jeu, à partir du moment où ils sont inventés, ils peuvent eux-mêmes demander mais pourquoi vous m'avez inventé, pourquoi vous m'avez appelé comme ça. Et ça c'est un jeu et voilà, qui me fait rire moi tout seul, et j'imagine que le lecteur ça fait marrer aussi. Et bien évidemment Monet Penny est l'une des premières. Mais Monet Penny c'est encore mieux quoi, ça tombe bien. D'ailleurs, pour faire la parenthèse, tout à l'heure vous parliez du sujet que vous avez proposé Philippe Génada. Or, quand la première fois que je l'ai lu, évidemment, l'ami Philippe, je me disais, enfin, je me doutais bien que c'était Génada, mais je me disais, ça peut être quelqu'un d'autre. Et comme j'avais dans l'idée ce début avec Marlowe, etc., je me suis dit, mais Philippe, c'est le prénom de Marlowe. Et Marlowe, bah, c'est quoi? C'est Chandler, c'est le grand sommeil, et le grand sommeil, c'est la mort. Non, c'est très bien, parce qu'en fait, mon livre, alors c'est des choses dont je me rends compte petit à petit, parce que moi je ne pense pas à mon livre, hein, le livre se construit dans le temps de l'enquête et dans le temps de l'écriture. Mon livre en fait il plaide pour tout le monde a fait cette expérience, hein, vous allez dans un musée, vous regardez un tableau, et la première chose que l'on fait c'est regarder le cartel avec le nom du peintre, le titre de l'œuvre, la date et tout ça, et on revient au tableau, on dit ah c'est un Velázquez, d'accord.
parce qu'on sait que c'est un Velázquez, on a l'impression d'avoir vu ou de voir quelque chose. En fait, on ne voit rien. On ne voit pas plus. On voit juste le mot Velázquez, mais on ne voit pas le tableau. Et donc, moi, mon livre plaide beaucoup pour dissocier le discours, les informations, le langage de l'expérience de la vision. Voilà. Et qu'est-ce que l'on ressent si on a une émotion, hein, bien sûr, on n'est pas forcé d'avoir une émotion, mais si vous avez une émotion, arrivez à mettre des mots à soi. Ça me semble... voilà, je pense que c'est... Moi, j'ai mis des mots à moi sur les nymphéanonées qui ne sont pas les mots de tout le monde. Et il faut tenir ferme sa part, quoi. Si vous avez des raisons d'éprouver telle sensation, eh ben, mettez les mots et creusez cette sensation-là. Et vous ne faites pas avoir, si on vous dit, non mais tu dis n'importe quoi, regarde, c'est sublime. Mais moi, je te dis que je crois qu'il y a un cadavre là-dedans. Et 9 fois sur 10, ça va vous dire que vous avez tort. Ben non, vous n'avez pas tort. Si vous sentez ça, vous avez raison de le sentir. Et je me suis rendu compte que le livre, donc quand tu me dis Philippe, et que tu imagines que c'est Philippe Marlowe, mais c'est génial, moi c'est pas le Philippe que j'avais en tête, mais si toi, en tant que lecteur, tu mets des mots à toi, mais ça me va très bien. À un moment donné, dans le livre, il y a une devinette. Alors parce que il y a un paragraphe et tout ça, et à un moment donné arrive un mot que je ne veux pas mettre, parce que ce mot est tellement énorme, il est tellement connoté. Si jamais je l'écris, je sais que le lecteur, il va penser, ah voilà, tout ça, voilà, tout ça. Donc ça va détonner, le mot est assez laid en plus pour moi. Et donc je me dis, bah ok, je ne vais pas dire le mot, mais je vais le remplacer par une devinette. Alors la devinette, je vous la livre, hein, c'est détruire le vivant et créer des monstres. En 11 lettres. Voilà. Moi je suis assez content parce que du coup, je crée un petit jeu à l'intérieur du livre pour que le lecteur il s'amuse et tout ça. Et là encore, je n'avais pas du tout prévu, parce que pour moi, c'était tellement évident que cette définition colle au mot que j'avais en tête, que on a reçu des mails, c'est-à-dire que les gens qui nous ont écrit à la BIMOR à l'investigation sur le précédent livre, bah, ils continuent, ils gardent l'adresse, et comme l'adresse est toujours valide, donc il y a des gens qui nous ont proposé des trucs sur votre devinette, alors on a pensé confinement. Est-ce que c'est ça? Alors évidemment, ils ne m'ont dit pas que si c'est bon, si c'est pas bon, mais c'était drôle de voir que confinement. Alors, des gens, ils ont pensé zémorisme. Ok, pourquoi pas, je ne sais pas. Hein. Abracadabra, illettrisme et tout ça. Et je fais pas une petite parenthèse, mais parce que mon livre est bourré de parenthèses, en fait, je ne vais pas me gêner. J'étais à Strasbourg, et bah là, dans une librairie, il y avait du monde, et c'était le moment où voilà, les gens posent des questions, et une petite dame, à un moment donné, me dit... alors moi, j'ai bien aimé votre livre, mais j'ai pas aimé votre humour. Bon, ok, mais encore... oui, à un moment donné, là, sur les nymphéas, vous terminez qui le cru, l'eût cru, ça va pas. Bon, okay. Et je l'ai fait un petit peu parler, et je lui ai dit, mais vous savez que moi, j'aime bien jouer aussi avec le lecteur, que c'est rigolo aussi, la littérature, c'est aussi fait pour ça. Et vous savez qu'il y a une devinette, il dit, ah bon, oui, détruire le vivant et créer des monstres en 11 lettres, qu'est-ce que vous diriez, madame? Et elle me dit, elle réfléchit, et ça a été très rapide dans sa tête. En bout de 5 secondes, elle dit, je sais pas, littérature, 11 lettres. Et je lui dis, écoutez madame, si pour vous la littérature, c'est ce qui crée des monstres et détruit les vivants, je comprends que vous n'aimiez pas mon humour. En fait, comme vous l'avez déjà bien dit, un des grands thèmes concernant la peinture, c'est la rivalité qu'il y a entre le fait de voir et les mots qu'on met dessus. Et ça m'a fait penser à une citation, enfin une phrase de Barthes dans une interview qui disait à propos de la littérature, parce que finalement vous parlez de peinture, mais c'est un livre aussi sur la littérature, hein, beaucoup. Il disait, le livre m'est dit, c'est-à-dire, avant que j'ai lu un livre, on m'a déjà dit avant ce qu'il fallait que j'en pense, quoi. Et là, pour les peintures, c'est pareil. Alors, vous préconisez, pour trouver ce fameux cadavre, d'entrer dans la peinture, de zoomer vraiment le plus possible dans la peinture, mais le livre, lui, joue beaucoup des digressions, des parenthèses, parfois du coq à l'âne, des choses comme ça. Et alors je me suis demandé si c'était pas un double mouvement finalement de zoomer sur la peinture et de dézoomer sur l'écriture pour avoir le panorama le plus grand possible, puisque le problème des nymphéas, c'est qu'on ne peut pas en voir tout le panorama. Oui, alors c'est vrai que c'est une œuvre... incroyable, hein, parce que vous êtes à l'orangerie, donc il y a 2 salles déjà, et quand vous regardez un panneau, vous en avez un dans le dos, et puis vous en avez 4 dans la pièce à côté. C'est-à-dire que c'est une œuvre que vous ne pouvez jamais embrasser du regard.
C'est une œuvre qui défie le regardeur de la contempler en entier. Donc en fait, on ne sait jamais ce que l'on voit, on ne sait jamais exactement où se placer. Est-ce qu'il faut s'approcher, est-ce qu'il faut s'éloigner, est-ce qu'il faut longer, est-ce qu'il faut marcher? On est forcé de marcher si on veut voir toute l'œuvre, hein, parce que voilà, elle est dans les deux salles et tout ça. Donc, et moi j'ai et ça se prêtait assez bien, c'est-à-dire que dans le Nymphéa, c'est quand même une œuvre qui organise son propre manque. C'est-à-dire que sa propre impossibilité à être saisie d'un seul tenant. Et moi j'ai une façon de travailler qui est aussi une façon... alors la meilleure métaphore que je peux trouver, c'est... moi je ne fais pas un plan, je ne sais pas où, je ne suis pas là en disant, bah voilà, il va y avoir un début, il va se passer ça. Vous savez, comme dans les films, à 20 minutes, il y a un truc. Voilà, il y a ou un mort, ou une scène d'amour, ou un truc, mais 20 minutes, quoi, c'est calibré, tout ça. Il y a des gens qui savent faire ça très bien. Moi ça m'ennuie terriblement. Et parce que moi, je démarre un peu... Alors moi, j'ai une culture un peu musicale, et notamment de jazz, et notamment d'improvisation. Et improviser, donc moi, quand j'écris, je pars, j'ai un thème. Donc Monet, Cadavre, Nymphéa, voilà. Et puis 3-4, donc c'est ma clé de sol, et puis 3-4, et on y va. On part à l'aventure, quoi. Je bloque le bateau, et on verra où ça va aller. Et improviser, ce n'est évidemment pas faire n'importe quoi. C'est tout le contraire, puisque c'est être extrêmement présent à ce que l'on joue, à ce que l'on écrit. C'est-à-dire qu'il faut que, quand vous posez une note, quand vous posez un mot, il faut qu'il soit dans la musique que vous écrivez. Ça peut pas être, c'est pas comme si vous jouiez une partition qui est écrite où vous pouvez ne pas être présent. C'est écrit, le truc a été créé avant. Là, moi, je suis forcé d'être présent, et s'il y a un marteau-piqueur dans la pièce à côté, bah, il va venir dans le récit parce que ça fait partie du moment, du présent de l'écriture. Et de même qu'une note en appelle une autre, enfin, il y a des harmoniques et tout ça, bah, moi, un mot en appelle un autre, une idée en entraîne une autre, et je suis ce chemin-là. Et si je suis vraiment présent dans ce moment d'écriture, dans cette joie-là, de faire le truc, bah, ça fait passer par là, et ben moi je suis le mouvement. Et si je suis vraiment juste, ça va avoir un sens, ça aura toujours un sens, il n'y aura rien de gratuit. Et si ça me fait passer par là, je vous rappelle que Ulysse, pour entrer en Ithaque, il ne rentre pas en ligne droite, quoi. Voilà, donc bah, moi c'est pareil, je vais d'abord par Circé, Nausicaa et tout ça, je fais plein de détours. Alors ça a l'air d'être des digressions, mais en fait c'est le chemin de la pensée. C'est parce qu'on fonctionne, enfin moi en tous les cas, mais je pense que tout le monde, on fonctionne comme ça. Et il y a des trucs, vous pouvez dire une chose et immédiatement penser une autre qui n'a apparemment rien à voir, mais qui en même temps a tout à voir puisque vous la pensez à ce moment-là. Moi je fonctionne comme ça et je me laisse la bride sur le cou, quoi. Après, si le cheval galope, moi je suis le cavalier. C'est-à-dire que c'est moi qui fais gaffe parce que le lecteur, je ne le perds pas en cours de route parce que je tiens absolument à ce que le lecteur il continue, qu'il aille au bout du livre, pour une raison simple, parce que quelque chose dont je me suis rendu compte assez récemment, où on me disait, non mais vraiment, tu prends vraiment ton lecteur, tu t'adresses beaucoup à lui, et tout ça. Oui, alors, parce qu'en fait, moi je ne cherche pas tant à être aimé qu'à être compris. Et moi, je n'ai pas confiance dans le lecteur. Il n'y a aucune raison que je vous fasse confiance. Enfin, si on réfléchit, et vous-même, hein, voilà. Aucune raison. Et en fait, je n'aime pas du tout les auteurs qui disent non, mais moi, je fais confiance à mon lecteur pour qu'il comprenne ce que j'ai écrit. Ben non, camarade, enfin, moi, ça ne marche pas du tout. Parce que, en fait, dans ces cas-là, c'est parce que l'auteur offre une surface tellement sans aspérité que le lecteur, il met tout ce qui lui appartient, et après, il dit que le livre était génial, mais c'est juste parce que c'est lui qui a fait le boulot, quoi. Moi, je ne veux pas que ce soit le lecteur qui fasse le boulot, c'est à moi de faire le boulot, et après au lecteur de dire, par rapport à la proposition que je lui fais, littéraire, je vais dire, bah, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, ou ça m'a plu, mais je pense que ce n'est pas au lecteur de faire le boulot, donc je ne lui fais pas confiance, et je fais en sorte que bah, je le garde avec moi, quoi, parce que je peux l'emmener dans des endroits où il n'a pas forcément envie d'aller. Voilà. Une grande question aussi que vous posez, enfin qui sont à l'intérieur du geste de Monet peignant ses Nymphéas, et c'est aussi une question qui a trait au roman évidemment, c'est la question du temps et de la guerre, et même de la guerre au temps en quelque sorte, parce que vous partez de l'idée que Monet en fait commence à peindre les Nymphéas à la déclaration de la guerre de 14, 100 ans, mais très vite... Le lendemain même.
Voilà. Mais très vite, on se dit, mais finalement, d'ailleurs, vous citez le Dormeur du Val de Rimbaud avant, on se dit, mais oui, un homme de 1914, quand la guerre commence, il pense forcément à la guerre. Il y a aussi la guerre de 70 derrière, et on verra peut-être d'autres guerres, encore la prochaine, plus loin dans le livre. Donc il y a tout ce jeu sur le temps, sur la guerre. Il fait sa guerre en peignant, dites-vous. Et j'avais une question à propos. Alors ça c'était très... Alors bien évidemment quand je démarre l'enquête sur les NPA, la première chose... C'est simplement pour dire si le rapport au temps, à la chronologie dans le roman n'en était pas transformé. En fait, très... comme je dis, hein, je pars, ok, donc je mets mon affaire de Colombo, Bimor, et puis je dis, bah, ok, on va aller chercher les cadavres. Donc la première chose, c'est d'abord, d'abord c'est quoi les NPA? Ça a été par quand voilà, donc maintenant à 74 ans, et je découvre, alors c'est extrêmement, c'est notoire, hein, enfin, moi je ne suis pas un spécialiste de monnaie du tout, hein, je connais des monnaies, est-ce que tout le monde connaît des monnaies, peut-être même moins quand on habite à Argenteuil, vous en avez peut-être plus que moi, et donc je découvre, tiens, il a commencé à peindre les NPA le lendemain de la déclaration de la guerre, on le sait par une lettre qu'il a écrite à son ami Geoffroy, et il les donne à la France via son grand ami Clémenceau le lendemain de l'armistice. Donc il y a un temps borné qui est le temps de la guerre. C'est-à-dire qu'il peint pendant les 4 années de la guerre. Il est là. Et là où ça se complique, c'est que son fils est sur le front. Il a essayé de le faire réformer, ça a raté, Clémenceau a pu l'aider, donc il est sur le front. Et là où ça devient encore autre chose, c'est que 6 mois auparavant, il a perdu son premier fils. Ce qui fait qu'il a arrêté de peindre. Il se remet à peindre le jour de la déclaration, le lendemain de la déclaration de la guerre, avec et là où j'étais un peu surpris, c'est que on considère que les NPA de l'Orangerie sont une œuvre de paix, et sous-entendu, en fait, Monet aurait peint des NPA pour fuir la réalité, en fait, pour trouver un havre de paix, un asile de beauté. Et moi, je ne pense pas ça du tout. Moi, je pense qu'en fait, il a été incroyablement poreux à la guerre. Et qu'il a peint la guerre. Il ne l'a pas représentée, mais il l'a peint. Et on peut voir dans certains tableaux, c'est ce que tu disais, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est les marais de Saint-Gon. Là, il y a quelque chose de tumultueux et de morbide, avec une énorme masse noire, par exemple. On dit, voilà, et en fait, donc c'est le temps de la guerre. Et il la met, et je pense que toutes les angoisses, toutes les horreurs, il les a mises, il les a peintes. Voilà, moi c'est ça que je pense. C'est pas du tout pour fuir la réalité, c'est au contraire pour la mettre quelque part. Et se bagarrer avec elle. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces grands panneaux, en fait, il n'arrive jamais à les peindre. C'est-à-dire qu'il y en a 8, après il y en aura plus parce qu'il va continuer jusqu'en 1926, mais en fait, il les finit jamais. Et c'est comme s'il peignait en direct en fonction des nouvelles qui viennent du front. C'est-à-dire que là, ça va mieux, donc on peut imaginer que là, sa peinture s'éclaircit, et puis d'un seul coup, c'est le chemin des dames, c'est une catastrophe, et du coup, ces grands panneaux, et voilà, vraiment, les 8 grands panneaux de l'Orangerie sont un témoignage sur la guerre. Mais à aucun moment c'est représenté. Donc moi, je vais vraiment à l'opposé de la vision que l'on a. Enfin, et le meilleur exemple, c'est que Monet, pendant 4 ans, et publiquement, et en privé aussi, il appelle ces grands panneaux des grandes décorations. Et vous trouvez chez tous les historiens d'art, dans toutes les biographies, voilà, c'est le mot, les grandes décorations de Monet, parce que c'est une peinture décorative, enfin, évidemment. Mais moi qui cherche des cadavres, j'entends immédiatement que ce mot a des militaires. C'est-à-dire que parler de grandes décorations en temps de guerre, c'est pas exactement la même chose que de parler de grandes décorations en temps de paix. Et donc, à la fin, c'est même Monet qui décore la France. Ça change des artistes qui cherchent des récompenses. Là, pour lui, c'est lui qui... Et il écrit à Clémenceau qu'il donne ces grands panneaux pour prendre part à la victoire. Pas du tout pour plaider la paix, etc. C'est un acte patriotique, de foi patriotique. Il est vraiment conscient des enjeux, effrayé que son fils soit sur le front ou qu'il reviendra sain et sauf. Donc, c'est une œuvre de guerre. Voilà. Et c'est pas du tout une œuvre de paix. Donc ça, c'est le premier temps de l'enquête. Et tiens, c'est quand même bizarre. Moi, je tombe sur un truc, tout le monde dit que c'est la paix et la beauté de la nature.
bah, moi, c'est pas ce que je vois. Et puis, je découvre aussi qu'il perd la vue. Donc là, il est aussi en train d'enterrer, alors c'est pas la prunelle de ses yeux, c'est son cristallin, mais il a une cataracte. À la fin, alors à l'époque, on ne peut pas l'opérer, on opère seulement lorsque le patient est totalement aveugle. Parce qu'on sait pas là. Et Clémenceau presse vraiment son ami, son grand ami, non mais fais-toi opérer, je te présente un grand spécialiste, il s'appelle le docteur Coutla. Alors ben, il y a Coutla, bah non, enfin excuse-moi, je ne vais pas me faire charcuter l'œil par un mec qui s'appelle Coutla, excuse-moi, non. Voilà, il mettra très très longtemps à accepter de se faire opérer, ne serait-ce que d'un œil. Voilà, et là donc il se passe des choses qui sont quand même des drames dans la vie de Monet, quoi. Il ne part pas du tout dans un état de sérénité, et dans un contexte, voilà, donc il y a le contexte social, hein, pas que, voilà, qui est celui de la guerre, et il y a un contexte personnel qui est un peu dramatique aussi. Donc tout ça, comment imaginer qu'il pourrait faire abstraction de tout ça quand il part? Ben non. Et là où, pardon, alors tout ça, ça m'a semblé un peu facile, c'est-à-dire que Guimard, bah, tout ça c'est un peu accessible, enfin, c'est un peu facile, et je pense que quand on lit le livre, je pense que dans les 50-60 premières pages, on sent que je ne suis pas totalement convaincu par mon enquête. Et d'ailleurs, donc au début, il y avait Guimard et Penny. Moi, en conscience, je m'étais dit, je ne vais pas refaire le fameux duo du cœur de cette patte, donc je vais virer Penny. Et Penny, effectivement, se désolidarise totalement de l'enquête. Elle est complètement malade. Il n'y a pas de cadavre là-dedans. Moi, je ne vais pas me ridiculiser. Donc, elle déserte le livre. Mais je me suis rendu compte après coup que cette façon qu'a Penny de partir du livre, c'est parce qu'elle a emmené avec elle toutes mes propres réticences que j'avais en me disant, en fait, cette enquête, ce livre ne mène nulle part, tu vas dans le mur bouillé, tu ferais mieux de ne pas le faire. Et en fait, comme c'est Penny qui prend ça en charge, et qu'elle est hors du livre, du coup, Guimard, il peut être fou comme il veut et aller au bout de son enquête. Mais, voilà, la guerre, tout ça, ça me semblait un peu facile, jusqu'au moment où je découvre que, je me rends compte en tous les cas que Monet a peint 400 tableaux de Nymphéa au Babot. 400 tableaux pendant, donc c'est un tiers de toute son œuvre, pendant 30 ans. Et là, et lui-même parle d'obsession. Et je me dis, là, il se passe quand même quelque chose de très très particulier avec les Nymphéas, que je n'avais pas vu venir. Cézanne n'a pas peint 400 tableaux de la montagne Sainte-Victoire. Vinci, il a mis 4 ans à peindre la Joconde, il n'a pas mis 30 ans. Donc je me dis, là, il se passe quelque chose de très particulier, de très spécifique à Monet. Et du coup, je me dis, mais je me pose une question bête, mais vraiment bête comme chou, quoi, mais que personne n'a l'idée de se poser, c'est quoi un Nymphéa? C'est quoi un Nymphéa? Et là, alors quand on se pose cette question, on se pose trois questions. La première, c'est quoi la plante de Nymphéa? Et là, surprise, c'est une plante incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un destin évolutif qui va à rebours du destin évolutif de toutes les plantes. Je n'en dis pas plus, vous irez. Ou pas. Voilà, je ne vais pas tout vous vendre non plus, hein, je vais tout vous raconter, et puis après, aussi au revoir. Donc, voilà. Donc il y a quand même, c'est quand même une plante tout à fait étonnante. La deuxième question que pose la question de savoir c'est quoi un Nymphéa, c'était quoi un Nymphéa du temps de Monet? Parce que pour nous, les Nymphéas, ce sont les Nymphéas de Monet. C'est-à-dire que c'est cette beauté de la nature, cette beauté de la fleur, c'est sublime, c'est la couleur et tout ça. Et je découvre, là encore, surprise, qui le crut, l'eût cru, que les Nymphéas ont une réputation exécrable. Mais c'est pire que ça. Et depuis Pline l'Ancien, ça fait très très longtemps qu'on sait que les Nymphéas, il y a quelque chose de pourri dans les Nymphéas. Alors, je ne vais pas vous dire ce que c'est. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous tombez amoureux, je vous recommande de ne pas vous faire d'infusion de Nymphéa. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et là, je me dis, mais c'est dingue, parce que Monet savait, hein, les paysans du coin de Giverny savaient, puisqu'ils ont voulu interdire Monet de planter des Nymphéas dans son étang. Et pour ces raisons-là, précisément. Donc Monet savait. Et donc c'est une plante très étrange, qui a une réputation épouvantable. Lui, il le sait, et quand même, il va peindre 400 tableaux de Nymphéa. Et là, je me dis, là, et pour moi, c'est là où le livre décolle. C'est là où je me dis, là j'ai trouvé quelque chose. Guimard a trouvé quelque chose, vraiment. Et à partir de là, le livre va aller de surprise en surprise parce que j'ai attrapé le bon bout, c'était se poser la question des Nymphéas. La dernière question étant, c'était quoi un Nymphéa pour Monet? C'est-à-dire que qu'est-ce que lui a investi psychiquement dans cette plante pour la peindre 400 fois de suite,
sachant la réputation qu'elle avait. Enfin, voilà. Donc ça, c'était, pour moi, c'est là où le livre, voilà, voilà. Pour rebondir là-dessus, il y a une question, j'espère pas trop en révéler bien sûr, mais justement, j'allais vous dire, qu'est-ce que c'est pour lui? Est-ce que parce que dans ce livre, il y a beaucoup de spectres qui apparaissent de diverses manières, que ce soit Ophélie, que ce soit d'autres personnages, justement des nymphes, puisque Nymphéa fait penser aux nymphes enfin des divinités, enfin qui ont l'écologie, c'est intéressant aussi. Et qui ont quelque chose d'érotique, justement. Et justement, je me demandais, pour lui, est-ce que ces Nymphéas représentent comme des spectres? Enfin, il y a une présence de spectres très, très forte dans le livre, donc est-ce qu'elle est présente aussi pour vous dans les tableaux? Et ce qui m'a frappé aussi beaucoup, c'est que vous dites que Monet, c'est à partir du moment où il a commencé à peindre Nymphéa et qu'il était à Giverny, il s'est beaucoup retiré en quelque sorte. Il restait à Giverny, il n'allait pas à Paris pour parler avec d'autres artistes, etc. Et il s'est en quelque sorte un peu mis dans un certain silence. Et je me demande si ce silence, enfin, ça m'a fait penser à ça, je me suis dit, mais c'est Nymphéa, si c'est pas le silence de l'au-delà. L'eau de là, dont vous citez Bachelard, les rapports de l'eau avec la vent, etc. Alors oui, comment dire, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Moi, je me suis rendu compte de façon, parce que je ne m'attendais pas à ça, hein, c'est que c'est un livre, en fait, alors on ne va pas tout vous dire, voilà, mais c'est un livre, effectivement, sur le deuil, sur les spectres, sur, pour résumer, à la fin du livre, il y a Penny revient pour dire bravo Vimord, j'ai bien bossé, tout ça, et pour dire que quand même, cette expression, faire son deuil, il faut en finir avec cette expression pourrie. Parce qu'en fait, on ne fait jamais son deuil, les fantômes, nos morts, nos disparus continuent de nous accompagner. Et le miracle de Monet, c'est que lui, les a mis dans sa peinture. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est que les tableaux, alors bien évidemment, en conscience, et Monet lui-même le dit, hein, il dit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les reflets du temps sur la lumière qui change d'une heure à une autre, et c'est ça qui me passionne. C'est ça mon défi et tout ça, c'est un impossible à saisir, etc. Et il a raison, bien sûr, en conscience, il a raison. Mais moi, je pense avoir, je suis certain maintenant que les œuvres ont un inconscient, qui n'est pas exactement l'inconscient de l'artiste. Hein. Les œuvres elles-mêmes ont un inconscient, elles ont un arrière-plan, et quand Monet peignait ses Nymphéas, il était persuadé de s'échiner sur ses Nymphéas et de capter la lumière et les reflets, mais il peignait aussi autre chose. Voilà, c'est ce que mon livre découvre en fait, c'est que c'est cet inconscient des Nymphéas, que lui-même ne maîtrisait pas, évidemment, d'autant moins qu'à l'époque, la psychanalyse n'existe pas, enfin, elle n'est pas du tout dans les mœurs. Et ils avaient la chance, ces artistes-là, parce qu'ils pouvaient croire en ce qu'ils disaient. Ils pouvaient être sûrs que quand ils parlaient des Nymphéas, ils parlaient des Nymphéas, il n'y avait pas, personne n'allait lui dire, non mais c'est parce que t'as un problème avec ta mère. Genre. Donc c'était génial, et c'est pour ça qu'ils sont si divers en conscience sur ce qu'ils font, parce qu'ils n'imaginent pas qu'ils sont en train de faire autre chose. Et donc ça, c'était pour moi, ça a été la grande découverte du livre, c'est découvrir cet inconscient des Nymphéas qui ne remet pas du tout en cause le chef-d'œuvre que c'est, et qui pour moi, au contraire, si les Nymphéas de l'Orangerie sont un chef-d'œuvre, c'est parce qu'ils sont nourris d'affects très profonds, de douleur et de chagrin et de fantômes qui sont les fantômes de Monet. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des digressions, j'en cite une qui est, si vous voulez en dire un mot, on verra, hein, qui a un passage absolument génial sur, enfin une trouvaille géniale, sur Tintin et la vraie personnalité du professeur Tournesol.
À un moment donné, mais parce que ça vient dans l'écriture, hein, à un moment donné, je me dis que le lecteur va être un peu désarçonné par la tournure que prend l'enquête. Et donc, j'éprouve le besoin d'expliquer la méthode de l'habillement à investigation. Et c'est quelque chose que j'avais remarqué il y a 20 ans, déjà, et dont j'avais dit un petit mot dans mon tout premier livre. Je me dis, bah, c'est l'occasion ça m'énervait que personne n'ait remarqué cette trouvaille géniale que j'avais faite à l'époque. Voilà, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de la redire et en mieux, etc. Donc, vous voyez qui est le professeur Tournesol. Voilà, vous pensez savoir qui est le professeur Tournesol. Oui, eh ben, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas du tout qui est réellement le professeur Tournesol. Et là, alors, Hergé a toujours dit qu'il s'est inspiré de Auguste Picard. Hein, tout le monde sait ça, il a dit, répété. Et là, c'est exactement le même procédé que Monet, disant, mais moi, je peins des naturels, la lumière, le temps. Voilà, moi, j'ai dessiné Tournesol, je me suis inspiré de... Et en fait, pas du tout. Parce que la solution, la clé de qui est réellement le professeur Tournesol, elle est dans le dessin, elle est dans l'œuvre. Voilà. Et quand vous regardez, et il s'agit bien de voir, quand vous regardez qui, la barbe, parce que quand même, à qui sonne à votre porte, il a un chapeau, il a des lunettes, il a une barbe, il a une grande redingote, et ce mec est déguisé. Il dit, c'est louche quand même, hein, on est en plein été, il n'est pas habillé normalement, voilà. Et à partir de cette petite intuition, si ce type est déguisé, qui cache-t-il? Et bien la solution, elle est dans le secret de la licorne. Voilà, je vous laisse la découvrir. C'est très sérieux, hein. C'est pas du tout farfelu. Vous regarderez vraiment et vous direz, ah bah oui, ah bah oui. Il y a aussi d'autres inventions formelles, comme par exemple une chose qui est très drôle, vous partez dans une réflexion que j'ai oubliée d'ailleurs, qui est très longue, et à la fin vous dites, ah bah non, finalement, non, je me trompe complètement, je retire tout ce que je viens d'écrire. Où il y a un autre chapitre qui est une suite de citations, par exemple, dont j'ai noté d'ailleurs la plus belle, me semble-t-il, une des plus belles, qui est, quand je dis qu'une chose est triste, c'est que j'ai une connaissance de la tristesse. Wittgenstein, je crois. Alors, tiens, Wittgenstein. Alors, il y a tellement de choses. Effectivement, il y a un chapitre entier qui ne sont que des phrases d'exergue. C'est une liste d'exergues. Parce que dans mon précédent livre, j'avais dit qu'un jour, parce que moi je travaille vraiment beaucoup les exergues, hein, c'est un truc, c'est une entrée entre la phrase, l'auteur et le livre ou le film d'où est tiré. Et ce sont des entrées très différentes. Je peux faire, sur une exergue, je peux dire, ok, là c'est la phrase qui est importante, peu importe qui l'a dit. Là c'est l'auteur qui est important, ou là c'est le support qui est important. Et je crois ça de façon à ce qu'à chaque fois, le lecteur, quand il tombe sur une exergue, il se passe un petit truc. Il a une petite électricité, quoi. Parce que moi-même, je me fais des électricités, j'essaie que les fils se touchent de temps en temps, et le plus possible même. Je me souviens par exemple dans le 2e, il y avait la première exergue, c'était... alors il y avait une exergue qui était Ian. La comtesse de Ségur, Les Mémoires d'un âne. J'étais très fier de moi. Parce que pour moi, c'est un livre très important, Les Mémoires d'un âne. C'est ma découverte de l'intériorité quand j'avais, je sais pas, 10 ans. Découvert que la littérature parlait de l'intériorité. Voilà. Alors que je lisais Le Club des 5 et c'était de l'évasion. Enfin, bref. Et puis il y a un autre chapitre qui commence avec cette phrase qui est « C'est fou ce qui se passe dans la vie d'un homme. Franz Kafka, préparatif de noces à la campagne. » Donc, c'est le chapitre et tout ça, puis chapitre suivant, c'est fou ce qui se passe dans la vie d'un homme, Franz Kafka, préparatif de noces à la campagne. Là, je me dis, le lecteur, il est un peu attentif, mais c'est la même exergue, ils sont trompés. Et il est content, le lecteur, il aime bien repérer quand même, là, il y a une erreur quand même dans le livre. Hein. Ah bah ouais, ça va. Non, mais c'est une façon de... C'est une façon de reprendre la main par rapport au livre. Voilà. Et puis bon, là, il continue sa lecture, et puis le 3e chapitre, c'est fou ce qui se passe dans la vie d'un homme, Franz Kafka, préparatif. Et là, le lecteur dit, ah, c'est voulu. Voilà.
à ma connaissance, jamais personne n'a fait ça. C'est-à-dire jouer sur les exergues et en faire 3 de suite, parce que si vous en faites 2, ça va être une erreur, si vous en faites 3, c'est qu'il y a une intention. Voilà. Donc ça, c'était... Et j'avais dit qu'à un moment donné, j'écrirai un livre où il n'y aura que les exergues et j'aurais supprimé le texte, les chapitres qui justifient l'exergue. Et du coup, bah, si je me pose des défis, eh ben, je fais un chapitre entier où il n'y a que des exergues, et c'est aux gens, s'ils veulent raconter des histoires à partir de ces exergues, voilà, toutes les exergues ayant évidemment un lien avec l'enquête sur les affaires, bien évidemment. Il y a aussi une question importante qui est celle du sujet, du modèle de la nature, disons. Mais je passe vite dessus. Je signale simplement une petite chose, une chose importante que vous dites. Vous dites on ne peint pas des pommes, on peint la nature. Et en fait, le sujet, c'est une chose à l'humanité. En fait, bon, moi, je plaide pour la littérature. Moi, c'est ça qui me... c'est ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire que c'est... On parle assez mal de littérature et des livres. C'est-à-dire qu'il y a 2 grandes façons de parler des livres. La première, c'est... On va parler du sujet du livre. Et c'est super si c'est un sujet de société. Hein, donc on va parler du sujet de société et on ne va pas parler du livre. Voilà. Et moi, à chaque fois, je suis catastrophique. On pourrait essayer de parler du livre. Et à un moment donné, il y a une phrase d'ailleurs. Mon sujet, évidemment, ce n'est pas Monet. Parce que si vous prenez 10 écrivains différents et que vous leur dites à tous, parler des nymphéas, vous allez avoir 10 livres différents. C'est bien la preuve que le sujet du livre, ce n'est pas Monet. C'est autre chose. Voilà. Et puis l'autre façon que moi je trouve extrêmement désagréable que l'on a de parler des livres, c'est de parler de l'auteur. S'il est sympa, je sais pas, s'il porte des chapeaux comme Émile Nothomb, super, donc on va parler de l'auteur. Et si l'auteur est sympa, on va dire que le livre doit être bien, quoi. Voilà. Et si le sujet de société il est important, on imagine que le livre est important. Et il y a énormément de livres qui marchent sur ces 2 pattes-là, quoi. Et ben non, parce que moi je considère que c'est le livre qui fait le sujet, et non l'inverse. Et c'est le livre qui doit faire le sujet. Et c'est même le livre qui fait l'auteur, et non l'inverse. Voilà, donc moi je plaide absolument pour ça. Et j'utilisais beaucoup cette métaphore quand Cézanne peignait des pommes. Évidemment, il ne peignait pas les pommes. Ce qu'il peignait, c'était la peinture. Il s'en fichait des pommes. Et je reprends un peu cette métaphore en l'ajustant et en la tempérant fortement. Quand Monet peint des nymphéas, évidemment, ce qu'il peint, ce ne sont pas des nymphéas, c'est la peinture. Oui, mais pour peindre 400 fois des nymphéas, il fallait quand même que les nymphéas représentent quelque chose pour lui. De la même façon que lorsqu'on tombe amoureux, on ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Et oui, parmi 1 million de gens, on va élire une personne en particulier. Donc il fallait aussi que les nymphéas disent quelque chose, que ça parle à Monet. Voilà. Donc c'est dans ce jeu-là, mais bien évidemment, le sujet, c'est la littérature dans mes bouquins, c'est... voilà. Non, c'est simplement que je voulais garder beaucoup de temps, enfin un certain temps, pour parler d'un chapitre très important qui est le chapitre central du livre, qui est le chapitre le plus long, je pense, du livre, qui concerne Cracovie, un voyage que vous avez fait là-bas pour parler livre léger, et de la visite que vous avez fait, vous êtes rendu sur le camp d'Auschwitz-Birkenau. Et bien entendu, Auschwitz-Birkenau. Voilà. Et quelques jours après, vous allez à Giverny. Et alors là, ce chapitre, pourtant le sujet est extrêmement délicat. D'abord, c'est un chapitre qui est bouleversant et surtout, il est fait avec vraiment un grand art et beaucoup de finesse parce que les 2 souvenirs se mêlent. Enfin, en quelque sorte, vous êtes hanté par le voyage que vous venez de faire. Et parfois, dans la même phrase, on passe de l'un à l'autre. On croit être à Giverny, alors on trouve aussi des rapports parce qu'il y a des questions d'heures de trajet, de petits trains, de trucs comme ça. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et vous allez nous en parler, non seulement pas en tourisme, parce qu'il y a aussi un tourisme concentrationnaire en quelque sorte,
terrible. Mais vous y allez aussi avec, ou alors est-ce que ce sont des textes qui ressurgissent comme ça parce que c'est un recours, avec des textes en tête, comme par exemple le commentaire de Nuit et brouillard par Jean Quérol ou d'autres choses comme ça. Alors est-ce qu'on peut parler de ça? Mais dans le dur. Sérieux. Non, il se trouve que, vraiment, hasard du calendrier, il fallait évidemment que j'aille à Giverny pour comparer les nymphéas de l'étang de Giverny avec les nymphéas de l'orangerie, et en intuitant que les deux n'avaient rien à voir. Et évidemment, ça n'a rien à voir. Je pense que les gens préfèrent Giverny d'ailleurs aux nymphéas de l'orangerie. Et il se trouve que 3 jours plus tard, alors ça je ne le dis pas dans le livre parce que c'était vraiment anecdotique, mais mon précédent livre a eu le prix Goncourt de la Pologne. Et donc, 1 an plus tard, je suis traduit en polonais et je dois présider les nouvelles délibérations du prochain prix Goncourt. Et donc, je suis invité à Cracovie. Et quand on est à Cracovie, il faut avoir une bonne raison pour ne pas aller à Auschwitz. Quand je suis à Paris, moi, j'ai aucune raison d'aller à Auschwitz, mais quand je suis à Cracovie, c'est à 1 heure de route, exactement comme Giverny est à 1 heure de Paris. Et donc, je vais à Auschwitz. Et bien évidemment, me retrouvant 3 jours plus tard à Giverny, j'avais encore en mémoire les images d'Auschwitz, évidemment. Alors, mon cheval dit, on va dire la vérité, hein, tu étais à Auschwitz 3 jours avant, et je ne vois pas comment tu vas pouvoir parler de Giverny en oubliant le fait que... Et je délibère en moi-même en disant, mais ça n'a rien à faire dans un livre comme ça, voilà. Et bien si, ça a tout à voir. Voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Ça a tout à voir parce que quand... Alors d'abord, c'est un lien très, très basique, hein, enfin, comme tu le disais, on passe de la guerre de 70 à la guerre de 14 et puis se retrouver à la guerre de 39, il y a un continuum, bien évidemment, qui se retrouve. Il y a un lien parce que, allant à l'orangerie, je m'attends à voir un chef-d'œuvre impressionniste, une ode à la nature, à la couleur, etc. Et quand je vais à Auschwitz, je m'attends à voir la Shoah. Et la Shoah, je ne la vois pas. On ne la voit pas. On voit plein d'autres choses, mais ça, on ne le voit pas. Et donc, il y avait le même écart entre un attendu, un langage vraiment déjà dans ma tête, et ce que je découvre. Et je vais voir plein de choses, et qui n'ont rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Donc, et la question du regard encore, et des mots que l'on peut poser sur ce que l'on voit, elle est tellement au centre du livre et avec l'orangerie que là, ça se posait de façon encore plus cruciale et dramatique. Qui a-t-il à voir? Et c'est très drôle parce que il y a 10 jours, quelqu'un a lu voilà, mon bouquin et m'a envoyé un livre que j'ignorais et dont je recommande absolument la lecture, qui est Écorce de Didier Berman, où il raconte sa propre visite du camp d'Auschwitz-Birkenau. Et il a cette phrase qui est en fait ce que moi j'ai découvert mais que j'ai moins bien formulé me semble-t-il, c'est en fait tel que quand on va à Auschwitz aujourd'hui, toute la barbarie du camp a été évincée au profit d'un lieu fictif de la mémoire. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux. J'ai éprouvé un malaise et j'ai cherché une émotion que je ne trouvais pas d'ailleurs. Voilà. Donc il y avait des choses comme ça qui parlaient sur le langage, quel mot mettre. Enfin, moi, je me revois encore au petit déjeuner et avec voilà, des gens du prix Goncourt, enfin, voilà, du jury. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais à Auschwitz. Et disant ça, ça ne va pas. On ne peut pas dire au petit déjeuner, en mangeant des magnifiques viennoiseries, ce matin, je vais à Auschwitz. Voilà, c'est un défi au langage courant, il faut trouver des mots, etc. Et moi, j'avais découvert des choses qui m'ont absolument consterné, j'ai pas peur de le dire, sur le lieu de mémoire que c'est. Et sur la façon de faire de ce lieu un musée de la mémoire. Voilà, qui occulte la barbarie, qui est vraiment un lieu, qui essaie en même temps d'en conserver la mémoire, mais c'était vraiment compliqué. Je vous découvrirai si vous lisez, il y a quand même 2 choses qui m'ont vraiment... et dont j'étais sidéré que personne n'en parle. Je ne sais pas ce que toi tu en as pensé, mais... On peut parler parce qu'il y a eu un film récemment
Alors, ça, c'est la trois choses. Alors. Enfin, Il y a trois choses. Ouais, il y a trois choses. Ouais, alors. Bah oui, voilà. Et puis des boîtes de comme elles sont. Bon, bref. Et effectivement, il y a une troisième chose qui est la maison. Là, ça tombait bien parce qu'il y avait le film La zone d'intérêt qui était sorti en même temps que moi j'étais en train d'écrire le livre. Et alors, moi, quand j'étais à Auschwitz, c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que vous avez accès à tous les lieux victimaires, mais le lieu du bourreau, ça, on ne peut pas aller voir. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas voir où vivaient les gens qui ont dirigé et organisé la Shoah dans ce camp, enfin, vraiment, qui ont mis en place les crématoires, les chambres à gaz et tout ça. C'est quand même passé à Auschwitz. Et là, non, c'est interdit. Et donc, je menais une petite enquête. Et là où c'est là où il y a plein de passerelles étonnantes, c'est que à Giverny, il y a un lieu que vous ne pouvez pas visiter. Et c'est un lieu que moi, je tenais absolument à visiter. C'est l'un des grands ateliers de Monet, où se trouve sa bibliothèque. Alors, on n'en a pas parlé, mais j'ai découvert que Monet est un immense lecteur, qu'il avait une bibliothèque de 700 livres, et qu'il avait lu Edgar Poe, enfin, alors, on ne va pas tout dire, mais... Et cette maison, qui est très très belle maison, qui est un petit peu à l'écart du grand bâtiment où habitait, voilà, qu'on peut visiter, en fait, a été privatisée par un sénateur. Voilà. Ça m'a halluciné aussi. Bah, alors du coup, la bibliothèque de Monet, on ne peut pas la voir. Bah non, c'est monsieur le sénateur qui habite là. Donc il y avait, et je tisse comme ça effectivement des choses parce que c'était à un moment donné opposé la folie de la vie à Giverny, parce que je ne sais pas si vous êtes allé, mais il y a une espèce de profusion de vie, mais c'est de façon maladive presque. Enfin, c'est très très troublant, tellement il y a de fleurs, voilà, à la folie de la mort, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui s'opposait et qui fait que je peux passer dans le texte de l'un à l'autre parce que c'est passer de la vie à la mort. Voilà, c'était ça. Et dernier point qui fait que je vais résolument dans cette séquence à Auschwitz qui est un peu effectivement le cœur nucléaire du livre. C'est tout le livre est traversé par une phrase qui revient un peu en leitmotiv, une phrase qui moi m'accompagne depuis 20 ans et qui est pour moi l'explication, l'élucidation même de la raison d'être de la littérature. C'est une phrase de Ludwig Wittgenstein, donc philosophe autrichien, qui est sur le front en 1917, exactement au moment où Monet fait ses grands panneaux, et il écrit un traité de philosophie qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus, et dans lequel il y a cette phrase: les limites de mon langage sont les limites de mon monde. Et ça marche à l'envers, hein, les limites de mon monde sont les limites de mon langage. Donc si vous devez retenir une seule chose de cette soirée, c'est cette phrase de Wittgenstein, vous oubliez tout ce que je raconte, et celle-là, elle est vraiment, plus mon langage s'agrandit, plus mon monde s'ouvre, plus le monde se rétrécit, plus mon langage s'appauvrit. On est quand même dans des temps d'appauvrissement du langage. Donc, et toute la séquence à Auschwitz, il y a une autre phrase qui vient en leitmotiv, c'est « les nazis sont de retour ». Ah oui. Alors je précise, je parle des nazis de gauche, des nazis de droite, des nazis des villes et des nazis de la campagne. La question, c'est pas un camp politique, c'est une attitude face à la vie et face à la mort. Il y a des gens qui veulent détruire, absolument, et notamment détruire des populations ou des gens, voilà, ils pensent que c'est comme ça que le monde ira mieux, et évidemment, je pense le contraire. Donc et ce qui m'a sauvé, c'est vraiment de revoir Nuit et brouillard, et le tout début de Nuit et brouillard, si vous avez vu ce film. Alors d'abord, Nuit et brouillard, c'est un film de 1956, hein, Alain Resnais, et c'est une machine de guerre pour dire 10 ans après la fin de la guerre, les 45, l'ouverture des camps, et tout ça, dire attention, la barbarie peut revenir, l'inhumanité peut revenir, pas juste l'antisémitisme, l'inhumanité. Et donc il fait ce film, et le début du film, c'est de très très lents travelling sur Auschwitz et Birkenau, très très lent, voilà, dans une lumière très, très grise, voilà, et avec un texte de Jean Cairol, qui est communiste, résistant, et donc je vais vous lire le texte de Jean Cairol, parce que maintenant je prends la peine de le... Si vous voulez bien, je vais juste vous lire. Donc, vous imaginez, hein, les travelling sur Auschwitz,
Et c'est ça qui m'a décidé à en parler, enfin, qui m'a désinhibé, j'ai envie de dire. Alors, j'ai pas la voix de Michel Bouquet, je suis désolé, hein, c'est mieux dit par Michel Bouquet. Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Et moi, je dis ça avec ces images-là, j'ai dit, eh bien, oui, je peux en parler dans un livre sur Monet, sur Il y a une chose complètement folle, je pense qu'on peut la dire, c'est pas un élément d'intrigue, mais c'est que cette villa de Rudolphos, donc le directeur, enfin le chef d'Auschwitz, elle est habitée actuellement et par des gens qui sont des Polonais en plus. Et alors c'est fou de se dire mais comment est-ce que quelqu'un peut vivre quotidiennement dans un tel lieu? Et là on a aussi quelque chose qui dépasse, enfin qui est presque indicible, on ne sait pas l'expliquer. Non, mais la réalité est fantastique. Hein. Enfin, à tous les étages, enfin, si on se donne la peine de s'arrêter à ce qui nous hallucine. Enfin, moi, ça m'a halluciné quand j'ai découvert que si la maison de Rudolf Höss et de sa femme, enfin, n'en pouvait pas la visiter, c'est parce qu'elle était occupée. J'ai dit, mais comment peut-on occuper cette maison-là? Qui l'occupe? Et donc j'ai retrouvé tout l'historique de la maison et qui l'occupait. Alors bon, vous découvrirez, mais l'histoire est assez intéressante. Et le truc que j'ai trouvé vraiment merveilleux, parce que moi, bien évidemment, moi je ne juge pas. La question pour moi n'est pas de juger. Elle est de l'étonnement. Elle est de rester au niveau des choses qui me surprennent et qui m'hallucinent. Voilà, c'est ça que j'essaye de capter le plus. Après, chacun jugera. Mais, donc, il y a un couple qui vit là, et la fille dit, jeune femme, pardon, dit que bon, elle évite d'aller à la cave, voilà, parce qu'il y avait un souterrain qui conduisait. D'ailleurs, c'est par là que Rudolf allait au bordel, qui était dans le camp d'Auschwitz avec des juifs qui étaient amenés là. Dit, bon, elle essaye d'éviter, et elle a cette phrase vraiment merveilleuse qui dit l'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est vraiment. Voilà, donc. Et c'est vrai qu'on en est tous là. L'idéal, ce serait qu'il n'y ait pas d'histoire. Le problème, c'est qu'il y a l'histoire. Voilà, et Auschwitz existe. Voilà. Alors, je relis ça aussi à. Moi, je fais toujours très attention au contexte dans lequel j'écris. Voilà. Et donc, en 1914, Monet se met à peindre ses grands panneaux. Et au même moment, Kafka, à Prague, un mois plus tard, hein, donc le début de la guerre c'est juillet 14, en août 14, note dans son journal, 2 août 1914, l'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie, après-midi, piscine. Et moi cet après-midi piscine, c'est un bonheur absolu. C'est un programme de vie. C'est-à-dire que moi, j'espère ne pas être le seul, je me sens totalement impuissant contre les horreurs qui se passent dans le monde. Mais totalement impuissant, démuni, ça peut me désespérer et je ne voudrais pas désespérer. Et quelle que soit la région du monde, et même en France, hein, donc que faire? Désespérer, m'arracher les cheveux, j'en ai déjà plus beaucoup, et ben après-midi piscine. C'est-à-dire opposer à l'actualité mortifère du monde une actualité de vie individuelle. Aussi dérisoire et minuscule soit-elle, on peut au moins faire ça. On n'est pas forcé de participer au bordel. On peut juste se mettre en retrait et dire, ben moi, face à une pulsion de mort, je vais décider de faire une petite pulsion de vie. Voilà. Et je termine ce passage en disant, ben, pour moi, dans le contexte actuel, et précisément dans le contexte actuel, c'est après-midi Monet. Voilà. Et en même temps, cette histoire-là m'a complètement le contexte contemporain. Parce qu'entre-temps, il s'est passé le Hamas qui attaque Israël, et puis après Netanyahou qui bombarde Gaza. Dans tout ce bordel-là, bah, ça m'a rattrapé au moment où je raconte Auschwitz, parce que ça s'est vraiment passé comme ça. Et à ce moment-là, je n'avais pas du tout été ni à Auschwitz ni à Giverny, je n'avais même pas écrit le moindre embryon des trucs, puisque l'histoire, le récit se fait au fil de l'enquête et de ce qui se passe.
D'ailleurs, à la fin de cette visite à Auschwitz, il y a une scène avec la guide de Giverny, qui, si je ne me mélange pas, qui vous donne une carte postale qui reproduit un tableau qui va relancer complètement le récit. Mais bon, on ne dit pas quoi, peu importe. Il y a des petites choses, des petites remarques que je voulais souligner parce qu'il y a quelque chose nymphéal auquel on a pensé dès le début avec Gilles, hein, je crois qu'il a pensé la même chose que moi, c'est qu'on a pensé tout de suite à Boris Vian, à l'écume des jours, que vous citez finalement à la fin du livre, mais il est annoncé un peu avant parce que vous citez les paroles d'une chanson avant qui était Les arts ménagers, plein du progrès, vous savez, une tourniquette, etc. Et il y a des indices, mais en même temps, j'y avais pas pensé. Vraiment, j'y ai pensé qu'à la toute seule, c'est vrai, Chloé, le nénuphar, tout ça. Et de même, dans une page vers un peu la fin du livre, où vous parlez du sujet, où vous dites non, le vrai sujet de mon livre, c'est, et là on voit que la ligne est rayée d'une grande barre noire. C'est un truc de la CIA. Ouais. Aussi, bon, c'est une invention qui est drôle, en même temps elle est tragique, parce que par rapport à ce qu'on vient de lire et ce qu'on vient de dire avant, cette barre noire, ça nous fait penser à la rayure, les noms effacés des Nachtnebel et des nuées et brouillards. Enfin, on est un peu dans cette atmosphère. Bon, et puis il y a le secret aussi. Enfin, ouais. D'ailleurs, à la fin de ce paragraphe, une chose que je me disais, je connais cette phrase, et puis j'ai réalisé qu'après, à la fin du paragraphe, vous évoquez probablement ça, et vous dites comment moi, l'aimer encore des clous. Je me suis dit, mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Et c'est dans l'album L'homme à la tête de chou de Gainsbourg, qui est un de ses vraiment plus grands disques. Et alors là, une chose m'a frappé, c'est le hasard probablement, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça raconte, L'homme à la tête de chou? C'est les amours un peu contrariés avec la fameuse Marilou. Or, Marilou, c'est le M, et le M, c'est dossier M, c'est aussi Marcel Pichon, enfin, il y a beaucoup de M comme ça. Est-ce fait exprès? Est-ce fait exprès? Je me suis demandé si c'était pas une clé cachée. Alors ça, c'est drôle parce que théoriquement, il n'y a que moi qui le sais. Effectivement, alors le deuxième, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est là où j'ai ouvert toutes mes vannes, enfin, de découpage. Bon. Et M est le personnage féminin du livre. Et je pense que le cœur ne sait pas, donc Marcel Pichon, M comme Marcel Pichon, M comme Monet, en fait, sont des extensions de ce livre, du dossier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, ça ne sera jamais, mais on pourrait faire un coffret où M comme Marcel Pichon, M comme Monet, et parce que c'est en écho de ça. Et de même, alors ça tombe bien, parce qu'on n'a pas parlé quand même de la figure centrale du livre, qui est la première femme de Monet, qui est Camille Toncieux. Voilà, c'est celle qui a traversé toutes les années de galère, de misère, voilà, mère de ses deux enfants. Femme que Monet a aimée. Quand je dis aimer, je ne le dis pas dans un sens piteusement sentimental ou je ne sais pas quoi, consensuel. Picturalement, c'est la femme qu'il a aimée. C'est-à-dire que quand il peint une femme, c'est Camille. Il y a un grand tableau très célèbre voilà, qui s'appelle Femme au jardin. Il y a 3 femmes dans le jardin. C'est 3 fois Camille. C'est tout le temps Camille. Quand il peint une femme, c'est Camille. Et vraiment, ils auront tout traversé entre eux. On en parlait tout à l'heure avec, je ne sais plus son prénom. Bien, voilà, comme la peinture de Monet, c'est vraiment pas vendu du tout. Il a été décrié comme tous les impressionnistes. Enfin voilà, Oni, jeté, Hégémonie, tout ça. Il y a plein de fois où ils ont dû quitter de façon précipitée l'hôtel où ils logeaient parce qu'ils ne pouvaient pas payer le loyer. Ils partent dans la nuit avec les enfants et tout ça. Je pense qu'ils n'ont pas mangé à leur faim tout le temps, quoi. Et là, il y a vraiment une injustice terrible de la vie, c'est que Camille meurt d'une maladie, une lente maladie,
Et 6 mois plus tard, Monet connaît le succès. Il fait sa première exposition. Et c'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est-à-dire que la pauvre Camille, elle s'est tapée toutes les galères. Et je lui fais dire, mais à ce compte-là, j'aurais mieux fait de mourir 10 ans plus tôt, quoi, parce que tu aurais été célèbre 10 ans plus tôt, s'il fallait que je meure pour que tu réussisses. Alors voilà, il y a des choses, une injustice voilà, de la vie qui sont terribles. Mais picturalement, il se passe quelque chose au moment de la mort de Camille. Et je dis bien picturalement. Monet va se remarier avec Alice. Alice, il la peindra jamais. Il y a un vague tableau, enfin, voilà, mais elle, donc sûrement il a aimé Alice aussi, mais picturalement, voilà. Et c'est là où les nymphéas prennent leur source. Alors j'en dis pas plus, vous direz, mais si les nymphéas portent le deuil, ça vient de là, et on peut suivre la trace de Camille à l'intérieur des tableaux de Monet, et notamment de deux tableaux dont je parle à un moment donné. Avant de conclure, j'aimerais vous revenir sur une question que j'ai complètement oubliée là tout à l'heure. C'est cette histoire de tableau qui revient de ces 300 ou 500 nymphéas, enfin toute cette série de tableaux, et vous vous interrogez sur la série. Vous citez notamment un peintre suisse qui s'appelle Ferdinand Hodler, qui a peint vraiment, alors là, la mort au travail, il a peint sa femme qui avait le cancer jour après jour, il a fait toute une série comme ça, et vous dites, mais finalement, les nymphéas, c'est l'invention de la série, c'est dans la peinture, et ça a aussi des répercussions dans la littérature. Par exemple, vous citez le poème Dragon persienne, qui est de la période Dada, qui est un poème fait par la répétition simplement du mot persien. Alors, Ferdinand Hodler, c'est vraiment intéressant, c'est une découverte que j'ai faite, donc peintre suisse, et qui pendant... voilà, il tombe amoureux, il se marie avec une jeune femme qui s'appelle Valentine, et la pauvre Valentine tombe malade, et Hodler va tous les jours peindre Valentine jusqu'à sa mort. Et il va documenter tout ça. Enfin, il y a même des médecins qui se servent aussi, enfin qui se sont longtemps servis des tableaux de Hodler pour dire voilà la dégradation du cancer. C'est un truc assez atroce. Mais ce qui est magnifique, c'est que le dernier jour, donc il fait un tableau de Valentine qui est morte, et ce même jour-là, il se décale, il regarde par la fenêtre et il voit le lac Léman, comme il les suit, le lac Léman, les montagnes au loin et tout ça, et il fait un tableau de ce paysage. Et il va faire énormément de tableaux de paysages. Et quand vous regardez le paysage et que vous regardez le dernier tableau et même toute la série des tableaux de Valentine, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez le sol, le lit, le matelas, le corps, la tête, et puis l'arrière-plan du mur. Et quand vous regardez les paysages du lac Léman, vous avez le sol, le lac, la chaîne de montagne, c'est exactement la même chose. En fait, c'est Valentine est devenue le paysage. Et bien évidemment, quand vous regardez Hodler sans savoir ça, vous voyez juste un paysage et vous vous dites, ouais, c'est bien ou pas bien, voilà, chacun son goût. Mais quand vous savez que, en fait, ce que vous voyez, ce qu'il a peint et non pas représenté, c'est Valentine, il y a autre chose qui se passe. Exactement comme en 1879, vague de froid infernale en Île-de-France. Moins 18 degrés pendant un mois. Moins 18 degrés. Les usines ferment parce que les machines gèlent, et voilà, il y a énormément de morts dans les rues parce que le chauffage et tout ça, voilà, il est pauvre. La Seine est complètement gelée, et arrive le dégel, la débâcle, ce qu'on appelle la débâcle, et donc d'énormes morceaux de glace flottent sur la Seine. Et Monet, qui habite Véteuil à ce moment-là, voit ça devant lui et fait, alors il n'y en a pas qu'un seul, mais 2-3 tableaux qu'il va intituler Les Glaçons, et on voit comme ça la Seine qui charrie d'énormes blocs de glace blancs, tout ça dans une lumière très, très crépusculaire, enfin voilà. Alors, tout le monde est content parce que c'est un petit chef-d'œuvre impressionniste, enfin on voit bien la lumière, la couleur, etc. C'est encore plus impressionniste parce que il documente la vie quotidienne, contrairement à la peinture académique qui, elle, est
des ateliers, qui fait des sujets mythologiques ou académiques, etc. Là, bah, grâce à Monet, on peut voir ce que c'était que la débâcle de la Seine en 1879. Et le tableau devient tout à fait autre chose si vous savez que 8 jours plus tôt, Camille est morte. Parce que là, ce que vous voyez passer sur la scène, ce sont des sphères. C'est évident quand on regarde avec cette information-là. Et donc, c'est encore une fois dire que le tableau existe, mais le regardeur et les informations que l'on a modifient complètement le regard que l'on peut avoir. Et plus on nourrit son regard d'information, et plus on voit des choses, quoi. C'est ça qui était vraiment passionnant. Et je pourrais aussi vous parler de Churchill. Churchill, je vous pose la question quand même parce que il y a un passage où vous racontez que Churchill, vous savez, il aimait beaucoup peindre, il avait un certain talent, et il peignait toujours le même tableau, le bassin au poisson rouge. Or, c'est bien que vous le signaliez, j'aurais dû le faire, parce que non, mais sans dire la solution, ce qu'on peut dire, c'est que la même scène, la même explication se retrouve dans un roman de Philippe Forest, où il était venu en parler ici, qui s'appelle Je reste roi de mes chagrins. Voilà. Le livre Je reste roi de mes chagrins, et qui parle justement de... Alors, lisez-le parce que c'est un livre génial, hein, mais... et alors, quand vous aurez lu les deux, là, vous verrez... Alors, moi, j'ignorais le bouquin de Forest. Et pour conclure, si vous voulez... une dernière chose qui m'a un peu intrigué, c'est l'une des dernières citations, c'est-à-dire... l'une des dernières exergues, la dernière exergue, à la fin du livre, vous reprenez les cahiers de Rodez, qui sont des textes d'Antonin Artaud, et Rodez, c'est là où il était enfermé, quoi, et or, les cahiers de Rodez, vous l'aviez mis en exergue du premier chapitre également. Voilà, boîte de petits pois. Et dans ce chapitre, Monet en Penny disait, mais est-ce que vous n'avez rien dans vos carnets, alors carnet de Rodez, qui serait intéressant comme sujet, etc. Et vous dites, non, ce n'est que de la bouillie de mots. Et à la fin, le fait de retrouver les cahiers de Rodez à la fin du roman, ça va laisser penser que de la bouillie de mots, on est passé à une œuvre organisée, et qu'en fait, on a fait une œuvre, on a fait opéra, en quelque sorte. C'est vraiment un très très bon lecteur. Non, vraiment, vous avez oui, et puis il y a des mots de bouillie à bouillie, il y a pas très fin. Mais non, mais après, moi j'ai mes propres arcades, hein, et je joue aussi avec, elles ne sont pas forcément faites pour être comprises comme ça, c'est mon jeu. Par exemple, on va terminer là-dessus, mais cette histoire d'entrelacer, de passer comme ça de Giverny à Auschwitz, en fait c'est quelque chose que j'avais... Alors c'est vraiment un secret d'écrivain, hein, je l'ai très très peu dit. Dans le deuxième, à un moment donné, j'interromps la narration pour dire que là, ma mère vient de mourir. Voilà. Et donc je raconte la scène, je suis chez moi, et j'écoute une passionnante émission sur France Culture sur la musique de Richard Wagner. Et vraiment, cette émission est passionnante. Et à ce moment-là, le répondeur se met en marche, j'entends mon père hurler, je me dis, ah, encore un drame, qu'est-ce qui se passe? Je décroche, il m'annonce que ma mère est morte dans la nuit. Voilà, il me parle de son chagrin, il est au sang fou, enfin c'est pareil, il a 70 ans à ce moment-là, je sais pas, c'est vraiment voilà, très difficile pour lui de perdre sa femme. Bon, il ne pense pas trop que c'est aussi ma mère accessoirement, mais c'est pas grave, c'est chacun de ça. Et pendant toute cette scène, pendant qu'il me parle et qu'il me raconte, tu te rends compte, les pompiers ils sont tout tentés, ils lui ont ouvert la tête thoracique, mais il n'y a rien eu à faire. Et moi en même temps, j'ai une oreille pour la passionnante émission sur Richard Wagner. Vraiment, j'essaie d'écouter en même temps. Et donc, j'avais tissé, et ça marchait très bien, le chagrin, c'était au-delà du chagrin, de mon père, de ce qu'il me disait, tu te rends compte, ils m'ont laissé toute seule, ces connards, mais qu'est-ce que je vais faire? Et la musique de Richard Wagner, en fait, jamais ne se résout, et tout ça.
Et ça faisait un va-et-vient. Et j'ai trouvé, il y a des fois on a le droit d'être content de soi, que là j'avais vraiment réussi quelque chose. C'est-à-dire à créer, à restituer la réalité d'une scène vraiment atroce, très difficile, sans jamais verser dans du sentimentalisme ou du pathétique ou du consensuel, des émotions consensuelles, ah là là, sa mère est morte et tout ça, et je suis bouleversé, tout ça. Parce que là, il y avait une espèce de vérité. Et je pense que je suis prêt à parier, je ne suis pas le seul à avoir eu un procédé de défense en lui au moment de l'annonce d'une catastrophe. Et moi, je voulais mettre ça en scène, et ça m'est revenu au moment d'écrire la séquence de Chine en me disant, sauf que ça marchait moins bien, parce que là, je suis censé d'avancer paragraphe par paragraphe, et pas de le tricoter vraiment dans la même phrase, on pouvait passer de l'un à l'autre. Voilà. On vous remercie. Il y a encore 1000 choses à découvrir dans ce livre, enfin ça vous l'avez compris. Et on peut peut-être soit garder un peu de temps pour poser des questions ou faire quelques dédicaces pour ceux qui veulent, ou même les deux en même temps. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou venir parler directement à l'auteur, tout simplement? Je pense qu'on peut garder un petit moment pour parler avec Grégoire. Oui, bon. Hein, Allons-y, si merci beaucoup. Merci vraiment. Et, Merci. Excellent. Très bon. Et ombre est correct. Dimanche, c'est ombre. Bon.